Débordée, la Grèce crie et appelle au secours l'Europe. Athènes, déjà en grande souffrance économique, réclame de l'aide et le déblocage de centaines de millions pour accueillir, nourrir et héberger les migrants et leurs familles. Et le point de rupture est quasiment atteint dans une Europe morcelée, divisée, angoissée face aux défis des réfugiés. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord le rappel des faits avec Nathalie Guillouard. Ils sont des milliers de migrants coincés à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Tous sont fatigués, à l'exemple de ce réfugié syrien. Nous sommes vraiment tristes. Nous allons arriver. Nous sommes tous très fatigués. Ça suffit, je dis à tous, Macédoine, Serbie, Croatie ou Autriche, ça suffit. Face à cette situation de crise, l'Union européenne débloque en urgence une aide humanitaire inédite. 700 millions d'euros seront versés sur 3 ans. Jusqu'à présent, ce type de soutien financier d'urgence n'était réservé qu'à des pays pauvres. Cette aide est principalement destinée à la Grèce, principale porte d'entrée dans l'Union depuis la Turquie pour les réfugiés syriens. L'Union européenne peut fournir une réponse unie à la souffrance humanitaire. Il y a une réponse européenne à cette crise et, en fait, je crois fermement qu'il n'y a qu'une réponse européenne à cette crise. Plus de 131 000 migrants sont arrivés en Europe en traversant la Méditerranée depuis début janvier. Le 7 mars, l'Union européenne et la Turquie doivent se retrouver à Bruxelles pour un nouveau sommet extraordinaire consacré à la crise. Et on en parle justement avec nos invités. Michel Vacaloulis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Nous accompagne Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Député PS européen, membre de la commission du commerce international et des affaires économiques et monétaires. Avec nous également Hervé Lebras, bienvenue, bonsoir. Démographe, historien, directeur d'études à l'INED. Et Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur et directeur du site Atlantico. Alors, c'est un appel au secours et un appel de détresse de la part de la Grèce. Michel Vacaloulis, quand on dit que le pays est au bord de l'implosion, c'est la réalité ? C'est la réalité, mais la situation risque de s'empirer, étant donné que les flux migratoires continuent aujourd'hui dans les îles grecques comme Lesbos, comme Kos, etc. Il y a un flot ininterrompu de réfugiés qui viennent. C'est entre 1000 et 3000 personnes, et encore les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Avec le beau temps, on peut avoir le phénomène qu'on avait vu l'année dernière, à partir du mois de mars-avril, c'est-à-dire entre 4 et 5000 personnes par jour qui viennent. Donc il faut plus ou moins voir l'ampleur de ce phénomène-là. À Idoménie, c'est-à-dire à la frontière avec la République macédonienne, il y a en ce moment entre 10 et 12 000 personnes. C'est une population qui s'est amassée dans l'espace de quelques jours. Et on voit la différence, si je puis dire, avec Calais. Et avec Calais, c'est 2 fois pour un village idoménie qui est sans habitants. Hein. Et ça risque de se massifier, de créer des campements sauvages, et la situation risque de s'échapper, étant donné que ces gens-là n'ont qu'une envie, n'ont pas de rester sur place, mais via la route des Balkans, de décrocher un ticket pour des pays comme l'Allemagne, comme... Cette route qui est fermée aujourd'hui. Exactement, la route est fermée. Emmanuel Morel, on a quand même l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que certains pays sont en train de porter vraiment, il ne faut pas utiliser le mot fardeau, évidemment, mais ils sont en train de porter un problème, un défi qui les dépasse, et c'est le cas de la Grèce en ce moment. Ah oui, incontestablement. En plus, la Grèce est dans une situation économique et sociale catastrophique. Et on a évité le pire au moment de l'affaire du Grexit. Mais ce que je tenais à dire quand même, parce qu'on parle de l'Europe, cette situation d'urgence humanitaire, elle ne touche pas que l'Europe en réalité. Elle touche aussi tous les pays frontaliers, le Liban, la Jordanie, la Tunisie, qui accueillent des centaines de milliers de migrants, voire des millions, ou de la Turquie par exemple. Et donc on est en face d'un état d'urgence global qui ne concerne pas que le continent européen. La spécificité du continent européen dans cette histoire, c'est que malgré les difficultés, malgré la crise, nous sommes quand même un continent riche, prospère, qui avons normalement les capacités d'accueillir de façon digne un certain nombre de migrants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça dont est victime la Grèce aussi. C'est la résurgence des égoïsmes nationaux aujourd'hui en Europe qui fait qu'on fait porter sur un petit nombre de pays, et en plus les plus vulnérables, c'est le cas de la Grèce, le poids de ce phénomène migratoire qu'on devrait traiter tous ensemble. Et c'est la seule solution. Or, aujourd'hui, alors là, il y a une petite réaction de la Commission, mais la Commission, dans cette affaire, n'a pas été pris en faute, parce que je rappelle quand même qu'il y a 6 mois,
elle avait fait des propositions pour répartir de façon à peu près équitable les migrants dans différents États membres pour Donc c'est faire en les sorte pays que ça... européens eux-mêmes que C'est vous visez. au sein du Conseil, c'est Certains la réunion des chefs d'État et de gouvernement, où on a vu des comportements qui étaient encore inimaginables il y a un an. Et vous avez des surprises. Quand l'Autriche construit un mur, la Hongrie, hélas, avec Viktor Orban, c'est pas seulement des murs, c'est des barbelés, avec des gardes frontières qui peuvent éventuellement tirer à vue. Cet égoïsme-là, cette absence de solidarité, fait qu'on est dans une difficulté absence encore de solidarité. Et Jean-Sébastien Verjou, je vais vous laisser réagir à cet aspect-là, mais surtout absence également de vision. Qui peut porter aujourd'hui un discours sur ce défi énorme qui se pose à différents pays? Est-ce que vous voyez un leader? On va parler tout à l'heure de Madame Merkel, parce que vous avez l'impression qu'il y a deux camps aujourd'hui en Europe. Ceux qui ne veulent pas voir le problème, donc on ferme les frontières, et puis Madame Merkel seule. Elle ne voulait pas vraiment voir le problème non plus. Je pense que Mme Merkel a pris une décision extrêmement égoïste et qui a fait exploser l'Europe en vol. Et je ne vous parle pas là de l'appréciation morale de la décision d'accueillir ou pas les migrants, mais la manière dont elle l'a fait en ne prenant pas la peine de se mettre d'accord avec ses partenaires européens était absolument funeste. Et l'Europe a explosé suite à ça, je le disais à l'époque, et on est en train d'en payer le prix. Maintenant, elle aurait dû prendre ou essayer de convaincre ses partenaires. L'Allemagne s'est mise dans une situation complètement extravagante. Au moment où la Grèce, déjà l'été dernier, était confrontée à ces problèmes de migrants, est-ce que l'Allemagne souhaitait aider la Grèce, qui avait des problèmes pour boucler ses budgets? Non, l'Allemagne n'avait pas une ligne, n'avait pas 100 € à envoyer à la Grèce, qui pourtant, elle aurait pu le faire, si elle ne voulait pas aider les Grecs, elle aurait pu le faire pour aider les migrants, puisqu'elle se soucie autant des migrants. Elle ne l'a pas fait. Est-ce que Mme Merkel, puisqu'elle a souhaité accueillir des migrants, a organisé un pont aérien pour éviter que les mafias prennent la main sur ces trafics d'êtres humains? Est-ce qu'elle aurait pu justement éviter que tous ces gens se noient en organisant des vols, puisqu'elle voulait les accueillir en Allemagne? Est-ce que l'Allemagne a été digne dans sa manière de traiter les pays de l'Est européen, qui ont une histoire différente? Après, on peut décider qu'il y a le bien. On vit quand même dans un espace qui est censé être démocratique. Alors, effectivement, il y a un vrai problème de vision parce qu'il y a une crise humanitaire incontestable, il y a des situations humaines qui sont tragiques, mais il y a aussi des pays européens et on vit en démocratie et des opinions en Europe qui ne souhaitent pas accueillir les migrants. Et il faudra bien un jour qu'on essaie de résoudre cette tension-là. Une crise humanitaire, Hervé Lebras, je voulais vous faire réagir aussi, le démographe que vous êtes, une crise du projet européen. Schengen, on peut dire qu'il a explosé en vol. Oui, alors Schengen, on voit justement, ceci dit, on ne refait pas l'histoire, mais on voit bien sûr que à partir du moment où on ouvrait les frontières, au fond, tous les douaniers des différents pays auraient dû devenir douaniers de ces nouvelles frontières. Il y avait quand même une espèce de bizarrerie d'ouvrir les frontières et de laisser les frontières extérieures à la responsabilité des pays membres. Bon. Ce qui est curieux, c'est qu'on est assez peu réfléchi et que même avec la Convention de Dublin, on est au contraire renforcé, au fond, cet aspect local du contrôle des frontières. Ceci dit, je pense aussi qu'il y a une émotion qui est très forte, mais en tant que démographe, je suis forcément sensible aux nombres. Et tout le monde d'ailleurs le sait. Les nombres ne sont pas gigantesques par rapport à la population de l'Europe. C'est un premier point. Second point, pourquoi est-ce que l'Allemagne a réagi de cette manière? Si l'Allemagne a réagi de cette manière, c'est aussi en fonction de son histoire. C'est-à-dire que l'Allemagne, et là, elle n'a pas non plus demandé à l'Europe son avis, mais l'Allemagne a accueilli d'abord près de 3 millions de Aussiedler, c'est-à-dire des personnes qui venaient de Russie, de Roumanie, avec sur leur passeport marqué allemand. Mais ça faisait 3 siècles qu'ils étaient hors de l'Allemagne et ils ne parlaient même plus allemand. C'est exactement... Donc, il y a le poids de l'histoire, oui. Ensuite, elle a accueilli, pendant les guerres de Yougoslavie, près de 800 000 réfugiés de Bosnie, du Kosovo. Une grande partie sont repartis. Donc, il faut aussi quand même faire un pari positif, c'est-à-dire que la guerre de Syrie ne va pas durer encore au moins une dizaine d'années. Mais personne n'en sait rien, malheureusement. Il ne restera plus un Syrien à ce moment-là. Comme pour le Kosovo, une partie d'entre eux repartiront aussi, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Lebras, c'est oublié un peu rapidement que parmi les réfugiés qui arrivent en Grèce ou ailleurs, ou ceux qui se massent aussi en Afrique du Nord, vous en parliez tout à l'heure, en Tunisie, en Libye, etc., il n'y a pas que des Syriens, loin de là. Il y a aussi toute une masse de réfugiés économiques. Et après, incontestablement, il y a dans l'histoire allemande
quelque chose qui fait qu'il y a une vraie générosité, mais il n'y a pas que ça. Il se trouve que le chiffre de 800 000 migrants sur lequel Angela Merkel est tombée au mois d'octobre dernier était exactement celui que le patronat allemand réclamait depuis des années de manière insistante, y compris en disant c'est le moyen de contenir la pression salariale, l'augmentation des salaires, faisons venir des immigrés, ils accepteront de travailler pour moins cher. Mais ça fait aussi partie de l'histoire. Et après, sur ce que vous disiez, effectivement, si on raisonne par rapport à l'ensemble de la population européenne, les flux auxquels on fait face restent encore mesurés. Mais il ne s'agit pas de ça, parce que vous le savez parfaitement, les gens ne se répartissent pas en moyenne sur le territoire européen. Ils vont se répartir dans des zones où il y a déjà beaucoup d'étrangers. Madame Merkel, mais que ce soit dans la banlieue rappeler... parisienne, dans la banlieue de Londres, dans des villes déjà... L'argument, non, mais les gens qui vivent dans ces zones-là, à Calais, l'argument de la demande répartie en moyenne, parce que c'est pas le cas, c'est pas dans la Creuse que se pose le problème. L'argument de la demande de main d'œuvre, bien sûr, il a été posé immédiatement. On connaît la démographie d'Allemagne. Ceci dit, cet argument de la demande de main d'œuvre aurait pu aussi être posé par les pays de l'Est qui ont une très faible fécondité, qui ont le même problème aussi d'une population active qui diminue. Mais vous savez bien qu'il y a les aspects culturels derrière. Je veux revenir à la Grèce, justement, à Michel Vakalolis. Est-ce que votre pays, comme le dit un petit peu d'ailleurs la Turquie, elle dit si on ne m'aide pas, eh bien moi j'ai une sorte de bombe humaine entre les mains et je peux la lâcher, tout simplement. Est-ce que la Grèce est à ce niveau-là ou alors elle attend vraiment une solidarité européenne? Non, je ne pense pas qu'elle peut utiliser la question de l'immigration soit pour contrebalancer les problèmes économiques avec le troisième mémorandum qui paupérise le pays, ni utiliser ça comme une bombe humaine contre l'Europe pour se désolidariser par rapport à un consensus européen qui malheureusement n'existe pas. Je pense que la Grèce a été vraiment surprise. Il y a évidemment des manquements dans la préparation de cette affaire-là, mais il ne faut jamais oublier la géostratégie du conflit syrien avec toutes les conséquences, y compris la géographie tout court. C'est-à-dire la Grèce a 200 kilomètres de côte avec la Turquie, énormément d'îles, et lorsque vous avez 40... Même la meilleure armée ou armée navale du monde ne veut pas empêcher ces immigrés de venir. Et à partir de cela, la Grèce a été confrontée à une massification des venus de la Turquie. En 2013, il y avait à peu près 43 000 personnes qui sont venues. En 2015, il y a eu 850 000. C'est-à-dire on a eu une multiplication par 22. Vous ne vous attendiez pas à cela parce que c'était l'Italie au départ qui... Exactement. Il y a eu une sorte de vase communicant, on peut dire. Il y a eu peut-être un appel d'air de la part de l'Allemagne, comme quoi peut accueillir... Et je vais observer que l'Allemagne l'a fait une fois. Est-ce qu'il sera capable de continuer à le faire? Là, j'ai beaucoup de doutes. Voilà, exactement. C'est non. Les Allemands disent non. Voilà. Et donc, y compris par rapport à cette disponibilité de l'Allemagne, il faut la prendre avec des pincettes, à la fois pour des raisons économiques ou démographiques qu'on peut deviner, et en même temps parce que bis repetita n'est pas forcément possible dans la situation Emmanuel actuelle. Morel, justement sur l'Allemagne, voici ce qu'a dit Mme Merkel hier. Pouvez-vous sérieusement croire que les pays de l'euro ont combattu jusqu'au bout pour que la Grèce reste dans l'euro, pour qu'un an plus tard, au final, on laisse pour ainsi dire la Grèce plonger dans le chaos? Et elle ajoute, et c'est pas dans son habitude, avec une verve assez inhabituelle, mon foutu devoir et mon obligation est que cette Europe trouve un chemin ensemble. Oui, ce sont des mots pour le moment. J'aurais préféré qu'au moment du débat sur le Grexit, l'Allemagne ne soit pas aussi intransigeante par rapport à la Grèce. Oui, elle aurait pu le dire aussi à ce moment-là. Parce que d'ailleurs, on est dans une situation, enfin franchement, les Grecs, j'y suis allé récemment, j'y retourne pour soutenir, parce qu'en tant que député européen, il faut aussi soutenir ceux qui sont confrontés à la difficulté. Les Grecs, dans leur malheur, sont victimes de leur géographie, parce qu'on leur dit, il faut que vous contrôliez vos frontières. Il y a même à un moment des dirigeants européens qui disaient, si vous n'êtes pas capable de régler le problème dans les 6 semaines, on vous sort de Schengen. C'est-à-dire, après les avoir menacés de les sortir de l'euro, on veut les sortir de Schengen. La réalité, quand même, c'est que la Grèce ne peut pas faire face. Mais de la même façon que l'Italie ne pouvait pas faire face. Quand Matteo Renzi a poussé un coup de gueule au Conseil, ça a marqué tous les chefs d'État et de gouvernement et les commissaires qui étaient présents, c'est parce que, évidemment, on ne va pas demander à ces deux pays-là, dont la géographie est ce qu'elle est, de régler un problème qui concerne toute l'Europe. Oui, mais et d'ailleurs, parce que les Belges pensent la même chose des Français, ils ont décidé de rétablir un contrôle à leurs frontières ces derniers jours. Mais c'est encore autre chose, ça. Les Suédois pensent la même chose, les Danois. Non, parce que c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on considère que ça n'est plus un problème européen, chacun a acté la disparition de chacun. C'est bien le problème, c'est que de toute façon,
il ne peut y avoir qu'une réponse européenne. Et la difficulté aujourd'hui, le problème, c'est que l'Europe est dans une période de concomitance des crises qui fait craindre le pire. Il y a eu la crise de l'euro, il y a la crise agricole, il y a la crise des réfugiés. Il y a le terrorisme. Et il y a évidemment la menace terroriste. Et il y a un délitement du principe de solidarité qui devrait primer avant tout aujourd'hui. Au point que... Oui. Et puis en plus, on a un problème spécifique, un problème politique. C'est qu'aujourd'hui, à l'est de l'Europe, vous avez des pays comme la Hongrie, la Pologne, qui sont dirigés par des gens... Vous avez raison, mais des grands pays, ou en tout cas le cœur de l'Europe, devrait avancer face à cette crise. C'est un moment historique justement pour l'Europe. On n'attend pas l'Europe quand tout va bien. Non, une responsabilité historique de François Hollande. Pardon, mais Mme Merkel, pour le coup, était présente. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait, mais y compris sur l'approfondissement européen, les Allemands font des propositions. Depuis 2012, la France a disparu de la scène européenne. D'ailleurs, qui se souvient qu'Harlem Désir est censé s'occuper des questions européennes? Moi, je m'en souviens, parce que je le vois de temps en temps quand même. Mais vous êtes un des rares à le voir, mais à la limite, peu importe, c'est pas sa personne qui est en cause, c'est la politique française vis-à-vis de l'Europe. Il n'y a plus de vision française. Et on sait très bien que l'Europe est construite sur le couple franco-allemand et aussi d'ailleurs sur le couple entre Paris et Londres. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut pas l'évolution de la discussion montre que cette question des migrants, qui est une question vraiment importante, est surtout le révélateur, au-delà de la question elle-même, est le révélateur de la question de l'Europe. Mais si on reste sur la question des migrants, je pense qu'elle est moins grave qu'on ne le dit. Simplement, là où elle est extrêmement grave, c'est parce qu'elle révèle toutes les failles de la construction européenne et de l'état de l'Europe actuellement. Vous avez raison. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, et si on a une approche rationnelle du problème, comme vous pouvez l'avoir en tant que démographe, en effet, l'Europe a accueilli dans toute son histoire parfois beaucoup plus de migrants qu'elle est censée le faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'elle rentre en confrontation avec d'autres crises. Avec vous, c'est ce que je viens de dire. D'accord, vous parlez du délitement. Ne parlons pas de moyenne non plus, encore une fois, on ne parle pas de moyenne. Il y a des zones. Mais la question des migrants, c'est pas une moyenne. On ne sait pas, il y a 500 millions d'euros. Là, il y a toujours trop de migrants. On trouve toujours un endroit. J'ai les pieds dans le frigo, la tête dans le four, ma température moyenne est bonne. C'est ça une moyenne. Oui, mais la Seine-Saint-Denis, ça n'est pas une moyenne. Mais attendez, on va pas. Le problème, c'est. Oui, mais ça pose un problème démocratique. Mais le problème démocratique, c'est que si les pays européens se mettaient d'accord pour proposer un plan ambitieux qui permette de régler le problème de façon équitable, je pense qu'on y arriverait. Le problème, c'est un problème politique. C'est que d'abord, on a une crise du projet européen. Qui est due en partie, il faut le dire la vérité, à la question de l'élargissement. On se retrouve dans une Europe à 28 où il y a plus de culture politique commune. C'est un premier problème, c'est qu'on se retrouve... C'est la vérité. Et c'est pour ça que la question de l'approfondissement doit être à nouveau posée aujourd'hui. C'est la première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit, le couple franco-allemand n'est pas au mieux. Moi, je ne suis pas pour mythifier, parce que le couple franco-britannique... Mais c'est le moteur, Emmanuel Morel, c'est le moteur. Oui, mais c'est bien aussi que la France, elle s'allie parfois avec l'Italie, parfois avec l'Angleterre sur certains sujets. Je veux dire, il faut aussi arrêter ça. Là, en revanche, la Grèce. Là, en revanche, vous avez un peu raison. Là où vous avez raison quand même, c'est que moi je regrette, y compris en tant que socialiste, que la France soit pas à l'initiative davantage sur les questions européennes. Emmanuel Morel, pardonnez-moi, on est même dans l'autre sens. Vous vous rappelez du fameux discours de Munich, de Manuel Valls, et certains dans votre camp... C'était absolument navrant. Franchement, d'abord, c'était navrant d'un point de vue diplomatique, parce que c'est quand même compliqué pour un Premier ministre étranger d'aller faire la leçon sur le sol de son allié. Et puis en plus, parce que ça allait à rebours de ce que nous, Français, pensons et disons généralement sur la question. Donc moi j'entends les opinions publiques, et en effet elles sont inquiètes. Elles le sont d'autant plus que vous avez quand même une myriade de mouvements, pas forcément extrémistes, mais xénophobes, et populistes, qui se nourrissent de tout cela. Qui évidemment se nourrissent de ça et entretiennent ce message fou. Je vais vous laisser la parole en guise de conclusion, chacun d'entre vous quelques minutes. Dites-nous, selon vous, Michel Vakalolis, alors vous, parce que je sais que vous êtes, évidemment c'est votre pays, vous êtes attaché à la Grèce, quel regard vous portez sur, s'il devait y avoir une solution, elle doit être politique, commune, européenne évidemment, et puis financière aussi. Oui, financière. Là, ils ont décidé de donner 700 millions d'euros sur 3 ans. Mais bon, c'est pas énorme en ce sens que la Grèce a déjà dépensé 2 milliards d'euros pour cette crise. Et puis, il faut voir les effets un peu différés en termes de dégâts économiques, notamment sur le tourisme. Je vous rappelle, le tourisme représente pour la Grèce un peu le quart de son PIB, donc c'est énorme. Et je suis d'accord avec l'idée que cette crise migratoire ne vient pas en apesanteur. Il y a plusieurs composantes.
il y a la crise du projet européen qui pèse énormément, y compris dans le basculement des opinions, dans une logique parfois xénophobe ou en tout cas distanciée vis-à-vis des immigrés, je pense même en Allemagne, après notamment les événements de Cologne, qui vont peser éventuellement sur les élections, bientôt les 3 Länder qui vont voter le 13 mars. Et donc c'est quelque chose aussi qui est lié à l'idée que en Europe aujourd'hui, il n'y a pas une véritable politique économique susceptible de conforter les classes populaires, les classes moyennes, disons les gens qui souffrent de la crise. Et tout cela pèse énormément. Donc la question de l'immigration est le dernier élément qui, en quelque sorte, connote une désolidarisation de l'édifice européen qui est déjà fissuré entre le nord et le sud. Peut-être pas un coup fatal, mais un coup très dur. C'est pas un coup fatal, mais c'est un coup très dur qui se rajoute à d'autres fractures qui existent aujourd'hui entre des pays comme l'Allemagne et les pays du Nord et les pays du Sud comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Grèce, bien entendu, qui se trouvent un peu en perte de vitesse. Peut-être juste 2 remarques pour revenir aux migrations. L'année dernière, en 2015, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, la France a reçu 3500 demandes d'asile de Syriens et 2200 d'Irakiens, soit 5700. Donc, il y a quand même des dissymétries sur lesquelles il faut s'interroger, puisque vous parliez de la tête dans le four. Là, c'est vraiment la conclusion hors du four. Oui. Et le second point, c'est que les migrants sont des gens, ceux qui arrivent, ils sont, hélas, on peut le dire, sélectionnés. C'est les meilleurs de ceux qui sont dans les camps de réfugiés de Turquie, de Jordanie et du Liban. Et ils trouveront leur voie, quels que soient les murs. Ils souffriront en Grèce, mais ils contourneront la Grèce. Jusqu'ici, ils ont toujours contourné Même les question, obstacles. Jean-Sébastien Ferjou et Emmanuel Morel pour conclure. Il y a des milliers de gens qui rentrent, alors certainement pas en Syrie, mais qui rentrent en Irak à l'heure actuelle, précisément une fois qu'ils ont vu la réalité européenne. Moi, je pense qu'il faut un effort financier massif, parce que de toute façon, l'argent, on le paiera à l'arrivée. On finira par cette accumulation de crises, ça coûtera cher à l'Europe. Il faut le faire pour aider la Jordanie, la Turquie, il faut le faire sur place. Il faut vraiment consentir à cet effort financier massif et par ailleurs pas être dans la fausse générosité. Il y a un refus de la plupart des par rapport à Mme Merkel. Oui, mais c'est une fausse générosité. Mais je ne parle pas juste de Mme Merkel. Je pense assumer de dire non, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde dans le contexte actuel. Et le mot de la fin, Emmanuel Morel? Il y a un état d'urgence, il faut répondre à l'état d'urgence, c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet financièrement. Mais le problème, et c'est là qu'on en revient à la crise du projet européen, c'est que depuis quelques années, l'Europe apparaît comme une cour de discipline budgétaire, uniquement préoccupée des règles et des normes. Et si c'est ça l'Europe dont on veut, tous les Européens s'en détourneront. En tout cas, vous n'en voulez pas. Non, mais pas seulement moi. Je pense que les Européens n'en veulent pas non plus. Donc il faut réaffirmer, il faut redonner du sens au projet européen. Et il ne s'agit pas de générosité. Et c'est un grand défi. C'est retrouver et de renouer évidemment avec ce que devrait être la construction européenne et ce qu'elle n'est plus, hélas, depuis un certain nombre d'années déjà. Merci à vous. Merci pour ce débat, cette analyse. Restez avec nous dans l'actualité. Eh bien, nous sommes à 100 jours de l'Euro 2016 de foot, un grand rendez-vous et peut-être une opportunité économique. C'est l'édito ce soir.